Bonjour à tous, merci d'être tous venus présents. Je ne sais pas si c'est le froid ou pas, mais en tout cas vous êtes là et ça fait plaisir. Donc c'est le 11e meet-up depuis la création du meet-up serverless et c'est le premier meet-up de l'année. Donc on va vous parler un petit peu, on va juste échanger les ordres de passage. On va d'abord parler du framework serverless et ensuite on va vous parler de serverless for Ops sur Microsoft. Un grand merci à Soad qui nous accueille ce soir pour les locaux, la captation numérique et aussi les pizzas et les boissons qu'on aura juste après le meet-up. Donc je vais me présenter rapidement. Moi qui je suis, donc Laurent Grangeau, CSA, donc Cloud Solution Architect chez Sogeti, qui travaille depuis plusieurs années sur tout ce qui est cloud, serverless, Docker et compagnie. Vous pouvez me suivre sur @LaurentGrangeau, sur Twitter, sur tous mes réseaux sociaux. Et on va vous parler, en tout cas je vais vous parler un petit peu du framework serverless. Donc c'est vraiment un framework qui a le nom de serverless. C'est pas du tout le concept de serverless. Pourquoi en fait je vous parle un peu aujourd'hui pourquoi j'ai voulu faire ce meet-up là aujourd'hui? Parce que donc le white paper serverless est sorti en version 1.0, donc le draft a été finalisé le jour de la Saint-Valentin, donc le 14 février, donc ça fait 15 jours maintenant. Il y a beaucoup de nouveautés. Alors je vais juste vous faire un petit rappel sur ce que c'est le serverless, ce qu'il y a dans le contenu du white paper et ensuite j'enchaînerai sur le framework serverless et quelques démos. Donc rapidement, le serverless, ils ont défini des personas. En fait, il y a deux personas dans le serverless. Il y a les développeurs et il y a ceux qui supportent la plateforme et qui mettent à disposition des outils ou des moyens pour déployer du serverless, donc du code. Le serverless, c'est aussi deux choses. On parle énormément de function as a service, donc AWS Lambda, Azure Function, Google Function, IBM Function, Oracle FN, IBM OpenWhisk, enfin il y a plein de frameworks. Donc c'est du compute drivé par les événements. On va réagir à un événement et déclencher un traitement. Mais c'est aussi ce qu'on appelle du back-end as a service où on va interagir avec un service tiers via les API. Ça veut dire par exemple que, je ne sais pas si vous connaissez le site auth0.io qui permet d'avoir une authentification, une autorisation via les API et qu'on peut mettre en place. Et on va pouvoir interagir par exemple avec beaucoup plus de choses. Et les bénéfices, très rapidement, je ne vais pas m'étendre dessus, mais on n'a pas de cost quand ça ne tourne pas. On peut déployer n'importe quel environnement qu'on veut. On n'aura aucun coût tant qu'on ne fait pas d'appel. On est facturé aux millions d'appels consommés, à quelques centimes près. Voilà. Et on n'a surtout aucune opération, aucune maintenance de serveur, aucun patch management. On n'a pas de patch au niveau Windows, au niveau Linux. On n'a pas d'upgrade, on n'a pas de migration. Tout ça, c'est géré par le cloud provider ou par le provider. Une petite anecdote que j'ai vue aujourd'hui pour un site très peu utilisé. Il y a quelqu'un qui a tweeté qu'il est passé de $140 billés par mois sur AWS pour des serveurs à 6 centimes, parce qu'il est passé sur le serverless. Au-delà d'un buzzword, c'est vraiment pas un buzzword, c'est vraiment sur des use cases particuliers que le white paper en tout cas a défini. Donc on a les processing multimédia, typiquement quand on a par exemple une vidéo YouTube qui arrive, on va devoir l'encoder en 144p, 280p, 240p, etc. Et au lieu de faire ça séquentiellement, on va déclencher n fonctions, n lambda, n ce que vous voulez, qui vont encoder chacun une vidéo très précisément et regrouper tout ça dans un bucket S3, dans un blob storage, ce que vous voulez. On va pouvoir réagir aussi à des événements de type changement dans une base de données, un update d'un champ, une insertion, une suppression. Ça se rapproche à ce qu'on pourrait imaginer comme framework, comme architecture du CQRS. Je ne sais pas si vous connaissez ou pas. C'est à peu près la même chose. Évidemment, c'est beaucoup utilisé dans l'IoT, où on a vraiment ce qu'on appelle un storming d'événements qui arrive et qui va, sur des millions de devices, envoyer des petits payloads sur du serverless. Et on va pouvoir avoir des choses comme ça, donc du chatbot évidemment, du mobile backend, enfin je ne vais pas tous les faire. C'est vraiment assez riche et varié, mais on a complètement va falloir repenser complètement l'architecture qu'on pourrait avoir. C'est plus une architecture 3 tiers traditionnelle, ça se rapproche beaucoup plus d'une architecture type microservice, où on a plusieurs services indépendants qui peuvent se parler entre eux, et tout ça indépendamment et via des API REST.
Le functional de service a été défini comme ça, standardisé comme ça dans le white paper. Donc c'est un contrôleur FAS qui va faire gérer des sources d'événements et qui va faire des appels synchrones ou asynchrones à des fonctions qui vont appeler un certain nombre de fois et donc du coup qui vont être supportées par une plateforme, généralement les cloud providers. Le pipeline de déploiement d'une fonction, c'est deux choses. On a les specs qu'on verra tout à l'heure avec le framework serverless où c'est un simple YAML qui va définir à peu près tout ce qu'on doit savoir pour un niveau du FAS et le code. Et ces deux bouts-là, donc le code ça peut être du Node.js, du Python, du F#, du Java, du C#, et à peu près tout ce que vous voulez avec d'autres frameworks qui sont basés sur Docker. Vraiment ça peut être du Rust, du Go, du Scala, j'en sais rien. On va le builder, on va le mettre dans un repo d'artefacts, donc ça ne change pas. On va le déployer automatiquement et la seule chose qui change, c'est le modèle de scalabilité où, que ce soit avec le PaaS ou avec le CaaS, donc les containers de service, on n'a pas de scaling automatique. C'est toujours à la charge de l'exploitant de dire, bon, voilà, j'arrive à saturation de mon cluster, de ma capacité, je fais du capacity planning et je vais rajouter des nœuds dans le cluster. Avec le CaaS, c'est beaucoup plus simple, avec le PaaS aussi. Avec le functional de service, c'est automatique. On va grossir le nombre de fonctions qui vont traiter la charge et réduire ça automatiquement via des mécaniques de métriques, de monitoring et d'autoscaling. Et c'est ça la grosse différence qu'on a avec du PaaS ou du CaaS. Et il y a Adrian Cockcroft qui disait « Si votre PaaS est capable de démarrer une fonction en 20 millisecondes de l'autoscaler, appelez ça du serverless, comme vous voulez, mais c'est pas la même chose. » Un petit diagramme sur comment ça fonctionne aussi, comment on va mettre à jour, updater, opérer en tout cas les fonctions. Donc ça se lit un peu de gauche à droite et temporellement. À l'instant T0, on va avoir donc les specs, le code, on va créer la fonction. On va avoir la fonction, on va la publier, on va avoir la fonction version 1.0. Et à l'instant T n, donc juste un peu plus en bas, on va changer juste le code. Et avec le YAML, automatiquement, il va créer, updater la fonction. Et ça, répéter autant de fois que vous voulez versionner votre fonction. On va voir tout à l'heure que sur AWS, on a des notions de staging, de stage. On a dev, pré-prod, prod si vous voulez. On va pouvoir avoir un workflow complètement de tests de bout en bout de la fonction. Et la fonction, elle est immutable. Ça veut dire que quand vous allez updater la fonction, il va y avoir une nouvelle fonction qui va se mettre à jour. Ce n'est pas un merge du code qui va y avoir. C'est vraiment l'artefact qui est généralement un point zip qui va être mis à jour. Donc on a vraiment une notion d'immutabilité comme on peut avoir sur d'autres technologies. C'est très important. Voilà à peu près les 4 gros types d'invocations qui ont été définis par le white paper. Donc on connaît très très bien API Gateway avec les calls HTTP. Ça, c'est une petite partie de ce qu'on peut faire en serverless. Mais il y a aussi des choses comme des queues asynchrones type RabbitMQ, des messages stream avec du Kafka ou des topics où on va pouvoir s'abonner et n'écouter que les messages dont on a besoin et récupérer et faire des traitements. On peut voir ça aussi comme un espèce de master worker, avec le master étant l'ordonnanceur et les workers étant le nombre d'actions parallèles qu'on veut avoir. Et donc, on va démultiplier la puissance de calcul, puisqu'on est là, je vous parle uniquement de fonctions. Je ne vous parle pas de CPU, de RAM, de temps de compute. Évidemment, il y en a. C'est limité à 2 Go de RAM et 5 minutes de fonction. Mais si on veut appeler 50 000 fonctions en parallèle, on peut. On n'est pas limité par la capacité de la machine sous-jacente ou du cluster. Là, on est vraiment open bar. Un petit landscape rapide sur tout ce qui existe aujourd'hui. Ce n'est pas le landscape du CNCF, c'est vraiment le landscape focus sur le serverless. Donc on a toutes les plateformes que vous connaissez, les frameworks, donc il y en a vraiment énormément, les outils et compagnie. Et nous, ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est ce framework-là, donc le framework serverless, qui est vraiment agnostique de complètement toutes les fonctions. Je vous ai fait un petit capture d'écran aujourd'hui, c'est 18 000 stars sur GitHub, donc ce qui est vraiment, vraiment énorme. 5000 commentaires et 2,5 millions de deploys. Donc c'est vraiment pas un petit projet. Qu'est-ce que ça apporte? Le framework serverless, il est vraiment agnostique de tout cloud provider. Aujourd'hui, on a des implémentations sur AWS, sur Google, sur OpenWhisk. On est en train d'implémenter ça avec OpenFaaS, qui est un autre framework basé sur Docker. Et on peut l'étendre avec des plugins et vous allez voir que ça va être
assez simple d'utiliser ça. Alors, je vais vous faire une petite démo. Enfin, quelques petites démos. Je vais vous faire 3 démos et comme j'ai préparé ça tout à l'heure, je vais essayer, j'ai ma petite anti-sèche. Donc aujourd'hui, je vous propose 3 choses. Je vous propose dans un premier temps de créer une fonction from scratch Azure, de la déployer sur Azure. Elle est un peu capricieuse, donc ça va être la grande surprise. La deuxième démo, ça va être de faire la même chose sur AWS, donc la créer from scratch et créer une fonction et la compléter vers Ce que je vous propose, c'est de faire un serveur GraphQL en API backé par un DynamoDB pour simuler des API web. Alors, qui connaît GraphQL, juste pour que je vous explique? Bon, la moitié de la salle, on va dire. Donc, GraphQL, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un framework qui a été open sourcé en 2015 par Facebook et qui a la particularité, c'est plein de particularités, c'est un peu différent de l'appréhender, mais c'est utilisé par Facebook pour pouvoir scaler automatiquement des API de manière horizontale. Et ça ne fonctionne que HTTP REST, en POST, on va envoyer des demandes et le GraphQL va nous renvoyer uniquement ce qu'on a demandé. On verra ça un peu plus tard. Je vais préparer donc mon petit, j'appelle ça Phasure. Grosso modo, j'ai 2 fichiers, un handler.js et un serverless.yaml. Et les 2 fichiers ont cette tête-là. Je vais juste agrandir. Hop, voilà. Donc, le premier, le serverless qu'on va décommenter à cette tête-là. En fait, grosso modo, on lui dit, je ne sais pas si vous voyez très bien, mais grosso modo, on lui dit, voilà mon fichier YAML qui va contenir mes specs de ma fonction serverless. Et on va lui dire, le nom c'est Phasure. On va l'employer sur le provider Azure en West Europe. Avec le plugin, c'est un espèce de wrapper en fait sur l'Azure Function versus le serverless. Et on va lui déployer une fonction qui s'appelle Hello World. Hein, c'est vraiment un bête Hello World avec quelques options de sécurité. Et le code, donc c'est du Node.js. Le code c'est celui-là. Hein, c'est juste, je lui envoie la requête hello name et il va me répondre ok, salut, coucou. Ça casse vraiment pas 3 pattes à un canard. Et vous voyez qu'en 2 fichiers, j'ai quelque chose, en tout cas on va voir quelque chose d'utilisable. Ce qui est intéressant du coup, c'est de faire appel à une commande qui s'appelle serverless. Donc la commande c'est serverless et vous allez avoir un certain nombre de commandes à lancer. Et la commande la plus simple c'est serverless deploy. Serverless deploy, il faut d'abord installer tout ce que je lui ai défini dans le handler.js. Du coup, comme on est en Node.js, je vais la refaire. On va utiliser npm pour initialiser notre handler. Donc on va l'appeler Phasure en version 1.0, description, entry point, test, guide, keyword, auteur, licence. OK. On va lui dire, c'est là où je reprends ma cheat sheet. On va lui dire, installe-moi mon paquet serverless Azure Function. Donc là, on va créer en fait le package.json, on va l'enrichir pour l'Azure Function. Donc là, il est en train d'installer tout ce qui est nécessaire pour pouvoir déployer le paquet. Donc les erreurs, c'est pas grave, hein, c'est pas ce qui est le plus important. Et on va refaire notre fameux serverless deploy et vous allez voir que le framework serverless, lui, il va s'occuper absolument de tout. Il va se connecter à Azure avec mes credentials, il va créer un resource group, il va créer la fonction Phasure, il va uploader le .zip, il va uploader que je ne dise pas de bêtises, le fichier JSON qui va permettre d'avoir les inputs, l'output, le binding. Et ensuite, il va faire l'installation en npm du package.json, donc de toutes les dépendances du module Node.js. Donc c'est un petit peu long parce que c'est Azure. Voilà. Je ne troll pas, j'aime beaucoup Azure, mais des fois ils font des choix dont je ne comprends pas. Et vous allez voir que, grosso modo, à la fin, le framework serverless va nous dire voilà, votre fonction est présente ici. Il va vous donner une URL et on va pouvoir l'attaquer en curl et faire quelques petites manipulations. Et en fait, on va pouvoir
Alors, le temps que ça se lance, parce que ça se met beaucoup de temps, on va pouvoir faire. Il y a 3-4 commandes qui sont intéressantes. Il y a le invoke, on va pouvoir invoquer la fonction depuis mon poste de travail en ligne de commande et on va pouvoir lui envoyer le fameux name. Donc là, c'est Hello World, on va pouvoir lui envoyer n'importe quoi, c'est ce que vous voulez. On va pouvoir aussi récupérer les logs automatiquement. Ça veut dire qu'il va se connecter en temps réel à la console sur Azure, c'est Kudu, donc le log streaming, et récupérer les logs et voir les invocations en temps réel. Donc ça, c'est assez pratique pour débugger, parce qu'on peut avoir des problématiques. Et enfin, la dernière commande qui est intéressante, c'est le serverless.remove, le remove, qui va complètement nettoyer tout ce qu'on a déployé, le resource group, les différents packages, etc. et compagnie. Et pourquoi c'est intéressant le remove? Parce qu'il va garder, entre guillemets, l'état de ce qu'il a déployé. Dans un fichier que je ne vous ai pas encore montré, un dossier qui s'appelle un point serverless, où on va voir contenir l'ensemble du package. Donc ça, c'est un petit peu long. Je suis désolé, c'est vraiment Kudu qui prend un peu de temps. Ça fonctionne une fois sur deux. On va le laisser tourner. Je reviendrai un peu plus tard. La deuxième démo que je vous propose, là, on a vu que c'était assez simple de déployer sur Azure. Maintenant, le concept, ça va être de dire je vais le déployer sur AWS pour voir à peu près quels sont les changements, le code que je dois adapter, la façon de déployer que je dois adapter pour AWS. Donc, comme j'étais prévoyant, j'ai tout codé déjà et j'ai appelé ça FastBlog. Voilà, FastBlog. Voilà. Donc, même principe. Dans FastBlog, j'invente rien. On a la même chose, un peu plus complexe. Alors, je ne vais pas vous montrer celui-là en premier. Je vais vous montrer celui-là en premier, qui est complètement en fait la même chose. Vous voyez que j'ai le même nom de service, FastBlog. J'ai le provider qui change, AWS. Pour AWS, j'adapte le runtime qui est en Node.js 6.10 et j'ai la même déclaration de fonction. Donc le YAML, il n'y a rien qui change. Le handler, alors pas celui-là, même principe, même combat. Hop, je vais vous montrer le premier handler. Et vous allez voir que, tac, donc c'est juste un handler en fait qui va définir lui tous les prérequis du GraphQL. Donc si vous ne connaissez pas GraphQL, ce n'est pas le principal, mais grosso modo, on va définir un schéma de type GraphQL, avec tous les object types, les strings, les non nuls. Ensuite, on va lui dire, voilà mon objet, c'est de type greetings, il y a un field de type greetings qui a first name. Et ensuite, on va lui dire, si tu appelles cette API-là, si tu veux résoudre le greetings que je t'ai envoyé, fais appel à la fonction getGreetings, c'est le resolve en fait. Et là, c'est très rapide parce que GraphQL, je pourrais vous expliquer ça pendant des heures, mais grosso modo, on va pouvoir vraiment faire des blocs modulaires et imbriquer les blocs au fur et à mesure et demander uniquement à GraphQL de ne retourner que ce dont j'ai besoin. Et enfin, on a le module export query ici qui est vraiment le Node.js. Alors un point intéressant, je ne l'ai pas dit là aujourd'hui, mais vous allez me dire, oui mais là je suis vraiment bindé à mon cloud provider, parce que là j'ai un point query avec un event qui est AWS et pas Azure. En fait, ce qui est intéressant avec le serverless, en tout cas le FAST, c'est qu'on va vous obliger à utiliser les best practices de développement que tout le monde connaît, TDD, et surtout le TDD, où on va séparer la logique d'appel, la plomberie, en disant voilà mon provider, voilà mon type d'événement. On va récupérer les champs qu'on veut et on va déclarer une deuxième classe à côté, une classe Node.js, JavaScript, ce que vous voulez, qui va faire le traitement métier. Ce qui fait qu'au lieu de dire je mets tout dans le handler.js avec tous les spaghettis qui sont dans tous les sens, là on va vous dire maintenant séparez bien la logique métier de la plomberie et vous allez voir que ça va être beaucoup plus simple à tester, à lancer du TDD, à tester complètement avec des mock objects, etc., etc. Pendant que je vous ai parlé, c'est ce que je vous ai dit, il y a une grosse erreur parce que ça fonctionne une fois sur deux. Je ne sais pas pourquoi, la deuxième fois, normalement, ça s'est passé. Mais on va le laisser tourner pendant que je vous montre FastBlog.
Du coup, Fastblog, j'ai mon serverless.yaml qui est la même chose, j'ai mon handler.js qui est la même chose, j'ai mon package.json qui est à mon GraphQL. J'ai déjà fait l'installation avec mes modules, donc il m'a récupéré tous les modules dont il a besoin, hein, GraphQL et compagnie. Pardon, GraphQL. Et vous allez voir que la commande, bah, c'est la même en fait. Framework serverless deploy. C'est la même. Et vous allez voir que, grosso modo, ce qu'il va faire, c'est qu'il va créer plusieurs choses. Et là, c'est intéressant parce que vous allez voir que c'est le framework lui-même qui va se servir de toutes les subtilités du cloud provider. Je vais vous montrer, il a créé un CloudFormation, il l'upload sur S3, il a créé un point zip, il l'upload sur S3, il déploie le CloudFormation, il valide le CloudFormation, il va faire des mécanismes pour dire je vais créer l'API Gateway, je vais créer la lambda, je vais créer tout qui va bien, et en fait, tout le monde sera content. Et en fait, dans le serverless, le template de CloudFormation, voilà, je lui ai dit, là, c'est le bucket S3 qui m'a créé Serverless Deployment Bucket. Ici, les log groups sur AWS, les rôles IAM, les interconnexions, enfin tout, absolument tout. Il l'a créé tout seul. Il a aussi la gestion d'état, donc ça c'est par rapport à Lambda. Et le fameux .zip qui va contenir mon handler, mon serverless.yaml et tous mes modules Node. Aucun jugement de valeur AWS versus Azure. Aucun jugement de valeur. Et vous avez vu qu'il m'a dit, voilà, bah, écoute, j'ai déployé ton Fastblog Meetup Dev, voilà ton endpoint, c'est en get, on va faire un fameux, un super outil que tous les développeurs utilisent, le curl, donc on va faire un call, si j'y arrive, à la fonction. Petite particularité, vous voyez que la fonction, je l'ai appelée query, mais en staging, c'est un staging dev. Et donc vous pouvez vous imaginer que sur un pipeline de CI/CD, on va pouvoir avoir plusieurs steps avant de mettre en production. Donc si je fais un curl, il y a mon get qui est en trop. Mon curl, il va me dire, il y a quelque chose qui se passe. Évidemment. Est-ce que je sais pourquoi? Je sais pourquoi. Parce que j'ai fait des bêtises. Et grosso modo, voilà. Là c'est pas plus important en fait de vous montrer. J'ai une troisième démo qui est beaucoup plus sexe. Mais grosso modo, c'est pour vous montrer qu'en fait, qu'entre Azure et AWS, on a vraiment les mêmes méthodos, les mêmes fichiers, le même code qu'on déploie. Et c'est vraiment le framework qui lui fait abstraction de tout ça. Et on va pouvoir l'intégrer dans un vraiment pipeline de CI/CD. Alors normalement, il ne va toujours pas fonctionner. Voilà, c'est pas grave. Alors je vous ai parlé de, là, je ne vais pas beaucoup parler d'API Gateway. Enfin en tout cas beaucoup de lambda sur AWS, pardon, API Gateway, mais vous allez voir aussi qu'on va pouvoir créer des ressources qui sont autres que du FAS. Au tout début, je vous ai parlé du backend as a service. Et côté framework serverless, ça se traduit comment? Donc imaginons que voilà, je mette à jour mon handler. J'ai rajouté une connexion à DynamoDB. Et dans le code, bah, j'ai dit quand tu fais un greetings, en fait, tu l'inscris dans DynamoDB et tu le gardes, tu le persistes. Eh bien, au lieu de me connecter à ma console AWS, de demander à mon ops préféré ou d'ouvrir un ticket sur ServiceNow et de demander d'avoir des connexions, en fait, je vais juste rajouter dans mon serverless.yaml une ressource qui est de type AWS DynamoDB Table avec tel et tel attribut. Et en fait, il va me créer automatiquement la table DynamoDB. On va lui dire le nom de la table, c'est le provider.environment.dynamodb_table. En fait, je vais juste lui passer le nom de la table qui sera mon service, le nom de mon service, tiré le nom de mon staging, qui va récupérer automatiquement. Et pareil aussi pour les ressources, donc les rôles IAM, il va me créer l'ARN automatiquement avec la région déployée, le provider région, la table et compagnie. Ce qui fait que là, j'ai vraiment un fichier qui va définir toute ma micro-architecture de mon fonctionnel de service avec mon backend as a service DynamoDB que je n'ai pas du tout à
à m'occuper en fait. Je crée juste une table DynamoDB et le reste je m'en fiche. Et je vais pouvoir déployer ça de la même façon que je déployais tout mon serverless. En tout cas, en ce moment sur Azure, je ne sais pas pourquoi il ne veut pas. On va essayer une troisième fois. Si ça ne marche pas, tant pis pour Azure. Manon fera une jolie démo sur Azure. La troisième démo, en fait, c'est juste, j'ai juste récupéré le petit exemple du Serverless Framework. C'est vraiment une API GraphQL backée par un DynamoDB qui est un peu plus complexe, avec des linters pour vérifier qu'on a bien, tout codé, avec du Travis CI et compagnie. Je ne vous mens pas, le serverless il est un poil plus complexe, mais c'est pas plus important. On a toujours les mêmes ressources avec les rôles IAM, le GraphQL, la DynamoDB Table et compagnie. Il est un peu plus complet. Et normalement, cette démo-là devrait fonctionner. Alors pendant ce temps-là, toujours Azure, on ne va pas le déranger, on ne va pas le stresser. Et normalement, cette démo-là est un peu plus complète. Évidemment. Et donc la commande, je l'ai là. On va juste la déployer. Et évidemment, si j'installe pas tous les paquets nécessaires. Donc, même principe que tout à l'heure, hein, il faut installer tous les paquets nécessaires. Là, le framework serverless m'avertit que je ne l'ai pas, donc forcément, si on le déploie, ça ne va pas fonctionner. Alors, vous voyez que c'est un peu différent entre AWS et Azure. AWS, on va vraiment packager un point zip et l'uploader complètement. Sur Azure, vous le voyez derrière en background, il va faire un npm install moment production automatiquement, donc il va juste avoir le package.json déployé. Et donc si je déploie mon framework, donc là c'est du Webpack, moi je ne fais pas de Node.js, hein, peut-être les gens connaissent beaucoup plus que ça, mais on va faire le même principe. On va avoir une API qui va se déployer, être créée sur AWS, et on va voir qu'on va avoir d'autres endpoints. On va avoir beaucoup plus de endpoints parce qu'on a défini dans le serverless.yaml beaucoup plus de endpoints, donc on va en avoir 4 ou 5 à la fin. Normalement, c'est un peu plus rapide. Et vous allez voir que on va pouvoir interroger l'API avec quelque chose qui s'appelle GraphQL. Donc GraphQL, c'est juste un petit outil. Là, je l'ai en mode desktop, mais ça pourrait être en mode web, où on va lui donner l'URL de GraphQL et vous allez voir qu'automatiquement, il va récupérer toutes les informations publiées par l'API, générer la doc automatiquement et on va pouvoir créer, évidemment, puisque j'ai déjà Fimuse avec. Donc on avait juste changé le nom de la table. Get attribut, tac. Faire un serverless remove. Donc voilà, on va juste nettoyer un petit peu tout ce que j'ai déjà fait pour pouvoir le redéployer. Normalement, ça devrait être bon. On va redéployer. Donc voilà, je ne vous mens pas, entre AWS et Azure, il n'y a pas photo. Et donc du coup, je vous disais sur GraphQL, donc il va automatiquement récupérer la documentation du endpoint publié par GraphQL et on va pouvoir jouer un petit peu avec et créer normalement un artiste si tout fonctionne. Et ensuite, on aura une démonstration de Manon sur tout ce que je vous ai expliqué, mais plutôt la partie Ops du serverless, donc comment récupérer les métriques, les logs, etc. Donc même principe, hein, il réupload le CloudFormation, le data stack, etc. On va juste attendre qu'il finisse, j'espère rapidement. Non, il ne veut pas, c'est pas grave. Et je n'ai pas gardé l'URL qui est ici. Dis donc alors, qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave. Donc en fait tout à l'heure, voilà, je vous ai déployé la même chose hein, avec un peu plus de logs. Vous voyez qu'effectivement il fait appel à une stack CloudFormation. Et si je mets l'URL en endpoint,
en nettoyant bien le poste ici. Vous allez voir qu'automatiquement, si je fais un mutation, normalement il est censé me le faire. Pas. Bon, c'est pas grave. La stack a été nettoyée. C'est pas grave, pas de démo GraphQL, malheureusement. Juste pour finir, par rapport au framework en fait, serverless, que moi je trouve super intéressant pour attaquer non seulement des cloud providers Azure et AWS, mais aussi on peut imaginer très bien d'avoir une partie sur AWS et une partie sur Azure, parce que Azure a un Media Services par exemple, ou un Cognitive Services qui est beaucoup plus puissant que AWS, mais AWS stocke beaucoup mieux des sites statiques. Donc on peut vraiment s'imaginer que l'architecture va exploser, on va faire du multi-cloud. Le serverless, le framework serverless peut le faire, et ils sont en train de créer ce qu'on appelle un Event Gateway, où là ils vont standardiser complètement la façon d'interagir avec de Function as a Service. On va pouvoir traiter n'importe quel événement avec n'importe quelle fonction sur n'importe quel provider. Donc c'est quelque chose à suivre. Je n'ai pas joué avec, mais ça a l'air super intéressant. Alors effectivement, je ne l'ai pas montré dans la démo, mais j'aurais pu la montrer. On peut très bien imaginer un serverless.yaml dans chaque dossier de l'architecture globale. Et serverless.yaml, en tout cas le framework, est capable, comme Terraform, de faire des notions de graphes de déploiement et d'injecter automatiquement dans tous les différentes serverless.yaml les endpoints résolus. Et donc du coup d'avoir des imbrications très fortes entre chaque framework, chaque fonction, pardon. Et on est capable aussi d'avoir des workflows complets de fonctions. C'est-à-dire, imaginons qu'on fait appel à une première fonction et il y a une machine à état, selon que l'output est 1 ou 0, on va faire appel à une fonction ou à un autre. Sur AWS, ça s'appelle des step functions. On a vraiment une machine à état, quoi. Sur Azure, je ne me semble pas... Pardon ? Continuous function, voilà. Après, les autres cloud providers, j'en sais rien. Merci beaucoup. Je vais laisser la parole à Manon, qui va nous montrer un peu... là, je vous ai montré le côté dev, plutôt dev, et très peu le déploiement. Et Manon va vous montrer la partie plutôt ops de serverless. Donc Manon Pernin, je suis consultante cloud, Azure et DevOps chez Selenza depuis 2 ans et demi. Et donc je suis MVP Azure, pour ceux qui connaissent le titre, depuis 1 an. Voilà. Donc je vais vous parler plus des technos Microsoft, parce que c'est plus l'environnement, l'écosystème que je connais. Donc on a déjà présenté le serverless de façon générale. Donc on parle du fait qu'il y ait moins de tâches opérationnelles parce qu'on n'a plus de serveurs, donc plus d'updates à faire, plus d'OS à gérer, etc. Par contre, on va voir qu'il y a encore des tâches opérationnelles, même si elles sont plus simples et qu'il y en a moins, elles sont surtout différentes. Donc il va falloir s'approprier un peu ce nouveau mode de fonctionnement. Je vais rappeler quelques notions sur le contexte dans lequel on parle d'architecture serverless. Donc il y a une émergence d'architecture moderne pour pouvoir avoir des applications plus rapides à déployer, des environnements un peu plus flexibles, plus élastiques et ainsi de suite. Et donc toutes ces architectures s'appuient sur à la fois le cloud qui offre une scalabilité, une flexibilité très intéressante, et des pratiques DevOps et Agile, pareil, qui apportent cette flexibilité, cette rapidité. Donc il y a à la fois des architectures nouvelles en termes d'architecture applicative, donc tout ce qui est microservices, event-driven, comme on en a parlé tout à l'heure, et la partie plus infra, donc container, serverless, qui traite plus la partie infra, donc comment on déploie, sur quoi on déploie nos applications. Donc nous, on va faire un focus sur la partie serverless et qui peut héberger du coup à la fois des archives microservices ou event-driven, et mixer tout ça. Le but du serverless, c'est de diminuer le time to market, donc faire un focus sur ce qui est le plus intéressant, donc vraiment faire un focus sur la partie business, sur le développement de son application et ce qu'on veut déployer. Mais la partie déploiement et maintenance va souvent prendre beaucoup de temps parce qu'il faut mettre à jour les systèmes et ainsi de suite. L'allocation de ressources, gérer la capacité, faire des capacity planning pour faire évoluer le sizing et ainsi de suite. Et du coup, on essaye de diminuer cette partie-là pour pouvoir déployer en production, avoir quelque chose de prêt plus rapidement.
Donc on dit qu'il n'y a plus de notion de serveur, même s'il y en a quand même derrière. Parce que du coup, ça va être géré par le provider, ce qu'on a dit, par le provider cloud qui va lui prendre à sa charge toute cette gestion, la configuration, le scaling automatique des ressources et ainsi de suite. Alors comme je vais parler d'Ops, je veux juste rappeler le cycle DevOps que vous connaissez sûrement pour voir de quoi on va parler par la suite. Donc on va parler de la partie Ops, donc à la fois release, deploy, donc les pipelines CI/CD d'intégration continue, de déploiement continu, et la partie Operate Monitor, donc comment on récupère les métriques pour boucler la boucle. Donc voilà, donc on va faire un focus sur ces deux aspects, CI/CD et monitoring. Je vais vous montrer ça en exemple avec toutes les technos Azure, donc Microsoft, parce que c'est celle que je connais le plus. Donc dans Azure, il y a trois types de ressources principaux qui permettent de faire du serverless. On parle beaucoup des Azure Functions, parce qu'on parle de fonctions as a service et donc de fonctions partout. Mais il y a aussi les Logic Apps. Donc la différence, c'est que les fonctions, c'est plus en mode code first. Donc c'est vraiment on va chercher des compétences de développement pour qu'on passe tout par le code. Et Logic Apps, c'est un mécanisme plus de configuration, donc de config first, où on va imbriquer des connecteurs qui existent déjà. Et dernièrement, il y a l'Event Grid qui a été mis je crois, en Global Availability, qui permet de gérer tout ce qui est Event Trigger, et donc de faire des déclenchements plus simplement à partir de plein de data sources différentes. Et d'intégrer du coup les différentes fonctions entre elles. Comme on l'a dit, le serverless, ça permet de réduire les tâches opérationnelles. Par contre, on va voir qu'il y a un travail en amont pour bien le penser et bien le préparer, que c'est orienté donc événements et que ça permet d'avoir une scalabilité vraiment plus intéressante. Sur les Azure Functions, dans Azure, donc il n'y a pas que le C# qui est supporté, il y a d'autres langages, le Node.js, Java, Python. Enfin, c'est pas parce que c'est du Azure qu'il n'y a que du C#. On va voir qu'il y a les outils, il y a tout un tas d'outils qui vous permettent de développer vos Azure Functions. Donc moi je vais vous parler de Visual Studio et de VSTS parce qu'il y a toute la chaîne qui permet de déployer, on a les outils en local pour pouvoir travailler, tester ces Azure Functions et ainsi de suite. Donc ce qui est assez récent, parce qu'il y a encore 1 an ou 2, on ne pouvait pas du tout développer en local, pardon. Et comme sur la partie Logic App, on a plein de connecteurs natifs, donc gérés par Azure, qui vous permettent de vous connecter simplement soit au service bus pour faire des déclenchements par message, soit sur du storage s'il y a un nouveau fichier qui a été déployé, donc déclencher votre Azure Function, et ainsi de suite. Donc pour l'exemple, je suis partie sur un scénario très simple, avec quand même 2 fonctions, parce que ce qui va être intéressant, c'est de voir comment on va récupérer les métriques de différentes fonctions pour les combiner. Par exemple, comment on va déployer 2 fonctions, comment elles fonctionnent entre elles, et ainsi de suite. Donc là, ça va être un appel HTTPS, un post d'un JSON qui va être envoyé dans un service bus, et une autre Azure Function qui va transformer ce JSON en XML. Donc après, on en fait ce qu'on veut, mais l'idée, c'est d'avoir un truc très simple pour vous montrer comment on va fonctionner avec cet exemple simple. Je commence par le monitoring et pas par le CI/CD. Pourquoi? Pas parce que je préfère, mais parce que pour moi, le monitoring et les outils de monitoring, l'outillage doit être intégré au déploiement. C'est-à-dire que les outils de monitoring et les métriques qu'on va vouloir suivre, il faut qu'ils soient pensés dès le début. Et donc, il faut qu'ils soient aussi compris dans notre déploiement et qui suivent le cycle de vie de notre application. Vous avez une nouvelle application, vous allez avoir potentiellement des nouveaux métriques. Et donc, il faut les intégrer dans le déploiement. Déjà, qu'est-ce qu'on surveille? Alors ça, c'est un slide très générique. Donc vous avez votre partie, on va dire, vos ressources, vos applications, vos fonctionnalités, vos API, et ainsi de suite, que vous allez vouloir surveiller. Donc on surveille quoi? À la fois ce qui est disponibilité. Est-ce que notre appli est disponible? Est-ce que notre fonctionnalité est disponible? Est-ce que l'API est disponible? La performance de ces différentes briques. L'usage qui en est fait, est-ce que notre fonctionnalité elle est utilisée ou est-ce que personne l'utilise, tous ces aspects-là. Au niveau business, donc là ça va être des KPI à définir en fonction du business, donc des événements et des métriques vraiment spécifiques à votre application.
Et aussi forcément des métriques de sécurité. Ça, c'est un sujet à part entière très important. Je vais faire un focus sur ce qui est performance, usage et business parce que à la fois la disponibilité sur tout ce qui est serverless, c'est important, mais on va dire comme la scalabilité est gérée automatiquement, c'est moins un sujet. Et la sécurité parce que c'est un gros sujet à part et que sinon pour 2 heures. Et puis tous ces métriques sont à destination du business, des développeurs, des équipes de sécurité, des opérationnels. Et il faut penser qu'il peut y avoir des métriques sur chaque couche qui intéressent chaque personne, ou bien ça c'est plus des aspects assez génériques. Donc reprenons notre scénario. Nous on va vouloir déployer du coup 2 Azure Functions et on a quand même un service bus au milieu qui permet de faire passer le message. Donc on va déployer ces Azure Functions et le service bus. Alors il faut savoir que dans Azure, quand on déploie, donc si vous faites en mode clic-clic sur le portail des Azure Functions, derrière, vous allez avoir quand même un compte de stockage qui va vous permettre de stocker les fichiers de config, les logs aussi, les logs sont stockés sur ces comptes de stockage, et un service plan qui héberge votre Azure Function, qui est en mode dynamique. Il est présent, vous allez le voir dans votre portail. Pour le monitoring, on va se servir de Application Insight qui est intégré nativement avec les Azure Functions. On va voir qu'il suffit juste d'ajouter dans les app settings la clé de App Insight et il renvoie directement des métriques dans ce conteneur. Donc c'est même plus intégré que sur les web apps Azure pour ceux qui connaissent, ainsi de suite, parce que il y a vraiment juste la clé indiquée et tout est fait. Et tout se fait ensuite, et on a donc des métriques qui sont remontées en termes de nombre d'événements déclenchés, de temps d'exécution. Donc voilà. Et ensuite, on a un enjeu qui est de récupérer les métriques et de les requêter ensemble. Parce que donc, dans les archis serverless, on va avoir plein de ressources à droite à gauche. Donc des Azure Functions, des services bus, des sources de données. Là, il n'y en a pas dans cet exemple, mais on peut avoir du SQL Azure, du DocumentDB, plein de types de ressources différentes, même fonctionner aussi s'intégrer avec des web apps, même avec du on-premise, avec tout un tas de ressources. Et à un moment, on va vouloir faire des recherches et sur toute une plateforme, vraiment sur toutes les ressources. Et donc vouloir corréler nos logs et pouvoir tout mesurer. Donc ça, c'est une solution proposée par Azure. Log Analytics va vous permettre à la fois de récupérer des logs de App Insight, de vos comptes de stockage, de toutes les ressources Azure de façon assez intégrée, selon les ressources. Et aussi de récupérer les logs sur des VM, donc que ce soit des VM Azure, des VM on-premise, des VM AWS. Quand c'est une VM, on installe l'agent et puis il push les données. Donc voilà pour l'outillage qu'on va mettre en place. Alors ça signifie que l'intégration, elle est pas, le connecteur n'est pas encore proposé par Azure. Donc on passe par un runbook automation qui fait le travail et qui se charge de récupérer les métriques et de les pousser. Donc même quand le connecteur n'est pas disponible, vous avez moyen, en passant par les API proposées, de vous pusher votre donnée. Maintenant qu'on sait ce qu'on veut déployer, on va le déployer sans oublier les outils de monitoring. Donc ce qu'on va déployer, c'est la partie en bleu. Donc dans Azure, pour ceux qui connaissent, l'unité de déploiement, c'est le resource group. Donc nous, on va déployer dans notre resource group, dans notre pipeline de CI/CD, on va déployer la fonction avec le code. Mais en termes d'infra, on va déployer donc, les comptes de stockage, les services plans, les fonctions, le service bus, les application insights. Et ensuite, on va venir pusher le code sur nos Azure Functions. On aurait pu, alors je ne l'ai pas fait dans la démo, mais tout ce qui est lien entre App Insight, Log Analytics, Service Bus, on peut l'intégrer aussi dans le déploiement. Donc on va mettre l'identifiant du workspace et comme ça au moment du déploiement, ça sera intégré. Donc quand vous passerez d'un environnement à un autre, il va changer, il ne va pas le mettre dans le même environnement de travail Log Analytics. Donc sous Visual Studio, hop. Déjà, donc sur les dernières versions, donc sur Visual Studio 2017, vous avez toutes les solutions Azure Functions qui sont complètement intégrées, mieux qu'avant. Donc voilà, dans la partie Sharp Cloud, vous pouvez
créer comme un projet Azure Functions. Donc là, moi, dans ma solution, j'ai mis 2 Azure Functions, donc les 2 qu'on a vu tout à l'heure, et aussi la partie infra. Dans un contexte DevOps, on va essayer de déployer aussi l'infra pour vraiment avoir une chaîne continue et donc faire de l'infra as code pour déployer son environnement avant de déployer son code. Donc au niveau de l'infra, enfin, des ressources Azure à déployer, donc c'est exactement ce que je vous montrais tout à l'heure. On va déployer 2 comptes de stockage. On va déployer 2 App Insights, un service bus avec une queue, 2 services plans, et ensuite on va pouvoir déployer nos fonctions, donc chacune avec son compte de stockage, son service plan, sa fonction. Donc ça c'est un template ARM, ce qui permet de faire de l'infra as code avec les technos, enfin, l'outil proposé par Azure pour faire de l'infra as code. Et ensuite, donc là on a nos Azure Functions, donc voilà. Okay. C'est du code très simple, hein. J'ai juste fait un passe-plat de fichiers. Mais voilà, vous pouvez coder, vous avez les outils pour tester en local. Ensuite vous faites un commit donc, sur votre environnement Git et on va passer sur STS. On va voir la partie build. Je vais vous montrer à quoi ressemble le pipeline de build. Donc on récupère un pipeline de build pour ceux qui connaissent dans VSTS, ça c'est classique. On récupère les packages, on build notre solution et alors là on fait des archives pour tout ce qui est Azure Functions et ensuite on va publier les artefacts. Et voilà. J'ai pas traité la partie test parce que sinon je me faisais tout le cycle DevOps, c'est un peu de temps, mais vous pouvez ajouter là les étapes des étapes de test pour jouer vos projets de test. Il y en a qui sont compatibles avec les Azure Functions, voilà, c'est possible de le faire. Voilà pour la build, on peut la lancer et voir que ça fonctionne, même si j'ai rien modifié. Pour ceux qui fonctionnent sur Visual Studio, sur VSTS, donc il faut prendre l'agent de build hosted Visual Studio 2017 et sinon se monter un agent de build avec Visual Studio 2017 installé dessus. Donc notre build va être en cours. Juste vous montrer pendant que ça build le pipeline de release. Donc là j'ai qu'un environnement pour le test. Donc on aura trois étapes. Donc, vous voyez. Donc la partie ARM Deployment qui est en fait le déploiement de notre infra, de nos ressources Azure. Donc j'ai variabilisé le nom du ressource group et puis après il s'appuie sur le fichier le JSON qui définit toutes nos ressources et le fichier de paramètres. Et voilà, rien de très compliqué. Et ensuite 2 tâches donc de déploiement de nos Azure Functions. On lui passe le type d'app, parce que c'est un déploiement de type app service, donc on peut déployer nos web apps ou d'autres types de ressources. Et là, on choisit donc le type fonction et on met le nom de la function app. Donc une function app peut héberger plusieurs fonctions. En fait, c'est une surcouche des web apps dans Azure et on va pouvoir mettre plusieurs fonctions sur le même function app. Donc là, j'ai décidé de mettre une fonction par function app, mais on aurait pu les mettre sur le même. Donc voilà pour le pipeline de release. Alors, puis il a fini. Donc ça marche parfois sur Azure quand même. Et on va lancer notre release. Donc il va commencer par la partie déploiement de l'infra. Je vais vous montrer, je vais essayer de capter tout de suite côté Azure. Donc là c'est le ressource group qui va être redéployé. Donc le déploiement de l'infra avec les templates ARM est idempotent, c'est-à-dire que si vos ressources existent déjà, il va juste faire un merge entre guillemets, il va regarder ce qui existe ou pas, le mettre à jour et il va pas supprimer vos ressources, il ne va pas planter si jamais elles existent déjà, c'est juste une comparaison d'état. Et s'il manque quelque chose, il va les ajouter. Là dans la partie déploiement, vous allez pouvoir voir voilà, ça c'est notre release, donc c'est l'étape de déploiement de l'infra qui est en cours. Donc vous pouvez suivre, quand il y a des déploiements un peu longs, ça vous permet de suivre où il en est. Donc dans notre ressource group, on a exactement ce qu'on avait défini tout à l'heure, nos 2 fonctions.
ici, 2 comptes de stockage, 2 services plans, un service bus et 2 application insights. Donc voilà à quoi ressemblent les function apps dans Azure, enfin niveau visuel. Vous avez une partie où vous aurez toutes vos fonctions, si vous en avez plusieurs dans la même function app. Vous avez une fonctionnalité de proxy aussi, donc qui permet de faire ce que tu demandais tout à l'heure. En fait, de donner un endpoint unique et après de router vers différentes fonctions. Donc de présenter vraiment un endpoint unique et donc comme ça de l'extérieur on a l'impression que c'est présenté comme une seule API et derrière vous pouvez router vers vos fonctions mais aussi vers des logic apps, vers des comptes de stockage pour tout ce qui est contenu statique, vers tout ce qui a une URL. Ça rajoute aussi un niveau de sécurité, ça permet de gérer différents trucs. Et vous avez les slots pour faire des tests avant de déployer en production. De la même façon que sur les web apps. Donc notre Azure Function est là. Donc là on ne voit pas le code parce que quand c'est déployé via Visual Studio, on ne peut pas l'éditer dans le portail. Donc on peut faire des tests via le petit module de test, sinon un Postman ça marche aussi. Ok, donc là un statut, je ne sais pas si vous voyez, on est en 200. Et de l'autre côté, donc on a déjà une partie au niveau monitoring, on a déjà des outils proposés dans la partie Azure Function, donc dans le portail. Donc vous avez cet écran de monitoring où vous allez avoir tous les déclenchements. Ça va bien s'afficher. Ça c'est les tests que j'ai fait tout à l'heure. Ça peut mettre un peu de temps avant de se réfléchir, mais ça s'affiche. Et si vous avez des logs, vous les verrez sur le côté. C'est celui que j'ai exécuté tout à l'heure. Et si on passe sur la deuxième fonction, donc celle qui, une fois que le message est passé dans le service bus, qui va lire le message, normalement, on va avoir quelque chose. Donc voilà, 1 minute. Donc là, il lui dit, j'ai bien récupéré le JSON, et lui, il l'a transformé en XML, donc on a l'équivalent XML. Donc là, on a nos données, on a des traces, on a les logs dans l'outil dans l'écran Azure Function. Par contre, on va vouloir récupérer ces logs pour pouvoir faire des traitements dessus, faire des alertes, faire du déclenchement d'événements et ainsi de suite, avoir des dashboards de suivi. Donc on a dit qu'on avait mis Application Insight sur chacune de nos fonctions. Donc Application Insight, c'est un outil d'application performance monitoring qui va vous permettre de remonter des métriques sur votre application. Tout ce qui est monitoring dans Azure, c'est en pleine évolution, donc il y a plein de nouveautés très régulièrement. Et là, on va voir les derniers appels, donc on va voir le temps de réponse, le nombre de requêtes qui ont été faites, et voilà. C'est à peu près tout pour les Azure Functions. Ah si, dans mon code, j'ai ajouté les librairies App Insight pour pouvoir pusher des données custom. Donc ça, c'est ce qui va vous permettre, je ne sais pas si vous voyez, ça, c'est ce qui va vous permettre de pousser des données, des KPI métiers, en fait. On a vu tout à l'heure que c'est important que si vous voulez avoir du monitoring complet, il y a aussi potentiellement des KPI business à remonter. Donc là, l'outil ne peut pas le deviner, il faut bien pousser la donnée de notre code. Donc il y a les librairies App Insight qui vous permettent de faire ça facilement. Et donc ça, on va les récupérer au niveau d'App Insight. Donc là, on va voir tout ce qu'il a remonté. Alors, on voit un custom event, Meetup Serverless BIS, donc il a bien récupéré le nom, donc c'est ce qu'on a lancé, c'est ce qu'on a envoyé dans le JSON tout à l'heure pour le nom qui a été envoyé, et puis toute une liste de traces et de métriques qui sont remontées là automatiquement par l'outil. Je vous disais tout à l'heure aussi que pour ajouter App Insight, c'était juste un ID. Donc au niveau du déploiement, ça se présente. Je ne sais pas si vous voyez quelque chose. Ça, c'est toutes les app settings de notre fonction. Donc il y a tout ce qui est job storage pour qu'ils puissent loguer les logs et les fichiers de config. Là, il y a le lien vers le service bus. Et voilà, le fait d'ajouter juste la clé App Insight Instrumentation Key,
avec la valeur, ça va faire qu'il va être complètement lié à AppInsight. Il n'y a rien besoin de faire en plus. Et là, c'est la chaîne de connexion au service bus parce qu'il doit savoir où est-ce qu'il récupère ces données. Donc là, vous pouvez aussi avoir accès à toutes les app settings depuis le portail. Vous allez récupérer cette clé. Enfin, je ne vous montre pas le détail. Donc voilà pour AppInsight. Donc là, on a nos données dans deux AppInsight de nos Azure Functions. Et ensuite, donc on disait qu'on a un besoin de corrélation et de mettre en commun nos données, mais pas que des Azure Functions, aussi du service bus, pour voir si jamais il y a des messages qui sont bloqués, si y a une connexion qui est mal faite, ou peu importe, on va avoir besoin de récupérer ces données. Si on s'intègre avec d'autres choses, on va avoir besoin de récupérer tout ça. Donc j'ai créé un workspace Log Analytics. Donc lui est transverse parce que vous pouvez avoir plein de ressources groupes et en général on essaye de mettre toutes les données d'un même environnement parce qu'on a envie de corréler un peu tout ce qui se passe sur un même environnement. On va brancher nos différentes ressources dessus. Donc pour tout ce qui est VM, ça va être un agent et pour les ressources Azure, c'est quand même assez bien intégré selon le type de ressources et sinon il y a des API, etc. qui vous permettent de pousser vos métriques. Donc OMS a un portail à part. Donc voilà la page d'écran, à quoi ça ressemble. Vous ajoutez des solutions, donc après vous avez plus ou moins de données et ainsi de suite. Ce que je voulais juste vous montrer, c'est que déjà il y a un outil de requête. Et donc là vous allez récupérer toutes vos données, vous pouvez faire des requêtes, vous avez toutes vos données brutes. Et vous pouvez faire les requêtes que vous voulez. Donc, si on veut récupérer les données des AppInsight qui sont branchées dessus, il va nous sortir toutes les données qui concernent nos deux AppInsight, donc Meet AppInsight 1, les custom events dont on parlait tout à l'heure, donc le new name Meetup Serverless, et les requêtes et ainsi de suite. Vous pouvez aussi faire des requêtes maintenant cross workspace et cross AppInsight, parce que à la base cet outil était que sur AppInsight. Et du coup, c'était une problématique déjà de faire des requêtes cross application insight. Maintenant, dans les requêtes, vous pouvez faire ces requêtes entre workspace, log analytics, AppInsight, tout ce qui est branché sur cet outil de requête. En fait, vous pouvez tout croiser. Et après, OMS va vous permettre lui de faire des dashboards. Donc là, j'en ai créé un custom. Il y en a qui viennent avec les solutions de web app, de storage et ainsi de suite. Donc moi, j'en ai fait un custom avec nos deux Azure Functions et des données sur nos deux Azure Functions et le service bus. Donc là, à gauche, j'ai mis les données qui concernent notre première fonction avec le temps d'exécution de la fonction et nos différents événements, les custom events, donc new name, ainsi de suite. Là, des métriques qui concerne notre service bus, donc combien de messages arrivent, combien sortent. Et le fait, par exemple, qu'il n'y ait plus de messages qui sortent, ça peut dire qu'il y a un problème au niveau de la deuxième Azure Function qui consomme ces messages, et ainsi de suite. Et enfin, donc, les métriques sur la deuxième fonction, un peu la même chose. Donc là, c'est un contexte, c'était un exemple assez simple, mais ça va vous permettre de récupérer vraiment les logs de tout. Et pour le troubleshooting, de faire des requêtes à travers toutes vos Azure Functions, toutes vos ressources, de mettre après, je vais montrer, sur tout ce qui est requête, on peut configurer des alertes pour être notifié, pouvoir réagir plus vite, ainsi de suite, ou faire des actions automatiquement. Donc voilà un peu ce qui existe dans l'environnement, dans l'écosystème Azure, en termes de Azure Functions et autour des fonctions.